Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer à l'occasion de cette série de webinaires que Marius entreprend. Donc, quand Marius m'a sollicité, je n'ai pas pu dire non parce que Marius est quelqu'un à qui on ne peut pas dire non. Et donc, nous allons voir ensemble ce que le présentéisme, qu'on soit collaborateur ou dirigeant d'entreprise, provoque dans la vie au quotidien. Et, euh, et on va sans dire que peut-être ce serait un peu le mal du siècle. Donc c'est vrai que l'absentéisme, le présentéisme, le burn-out, euh, les risques psychosociaux sont des sujets que l'entreprise doit prendre en compte aujourd'hui pour garantir une employabilité, une efficacité et un rendement pour l'entreprise. Voilà. Alors, une solution pour y remédier. Moi, je pense que oui, c'est celle que je vous présenterai. Mais avant, on va voir ce que le présentéisme, d'où ça vient, quelle est sa définition. Donc, c'est vrai que cette notion a été théorisée, pas terrorisée, hein, ça suffit, théorisée aux États-Unis et en opposition à l'absentéisme. Mais c'est vrai que c'est une situation que vit le salarié, c'est-à-dire qu'il est là. Physiquement, il est là, mais mentalement, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans un état qui ne lui permet pas d'être pleinement productif. Donc, il existe trois formes de cette maladie qu'on va appeler, qui est un peu insidieuse quand même. C'est que il y a un présentéisme contemplatif. Donc, ici, donc le salarié ou le collaborateur est au présent, est présent, pardon, est présent au bureau, mais il ne travaille pas. Et du coup, il va mettre en place des stratagèmes pour faire croire qu'il travaille. Donc, soit il va arriver un peu plus tôt que les autres ou partir plus tard du bureau, avoir toujours l'impression d'être débordé. Voilà, donc c'est quelque chose, une vision qu'il donne de lui, comme quoi il est présent et en plein travail, en pleine productivité. Et ce qui est tout à fait à l'inverse de ce qu'il fait. Ensuite, il y a le présentéisme stratégique, c'est-à-dire que voilà, dont je vous en parlais, ce sont des personnes qui font des journées à rallonge pour montrer qu'elles sont bien là et pour qu'on puisse en conclure que oui, cette personne est là, mais dis donc, elle travaille, elle reste souvent tard le soir. Voilà, donc il y a cette image que la personne veut donner d'elle. Et puis, il y a le surprésentéisme qui donc consiste à ce que la personne fasse des heures supplémentaires, même si elle est malade, si elle est fatiguée, et donc donne vraiment à voir cette personne très très engagée, très perfectionniste et qui est fatiguée. Tout le monde lui dit, mais enfin, repose-toi, tu vas craquer, arrête, tu travailles trop. Voilà. Et cette personne n'arrive pas à être en équilibre entre sa vie au travail et sa vie perso. Donc voilà les trois formes de ce phénomène de présentéisme aujourd'hui. Alors, qui sont ces personnes qui vivent ça? Pour certains d'entre eux, donc on voit ici dans les chiffres que 39% des salariés viennent travailler alors qu'ils sont malades parce qu'ils disent non, mais je suis malade, mais je vais y arriver, il faut que j'aille au boulot, on m'attend sur des dossiers, j'avais promis que je serais là pour la réunion Intel. Bref, voilà, donc ils s'engagent trop, hein, et se sentent indispensables, donc vont travailler malgré leur état de fatigue ou malgré le fait qu'ils soient malades. Et puis 37% aussi parce que les jours de carence, donc quand on s'arrête, ne sont pas pris en charge. Donc ça fait un manque à gagner pour la personne. Il y a des taux de carence de 3 jours à peu près, donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Et puis on voit que 22% des salariés aussi ne peuvent pas déléguer leurs tâches. Voilà, ils sont pieds et moins liés à leurs tâches et il n'y a que
qu'ils puissent les faire. Donc, ils ne veulent pas avoir ensuite une accumulation de mails ou de travail à faire. Donc, ils préfèrent venir travailler en n'étant pas bien que d'être absent et de voir les choses s'amonceler au fur et à mesure. Donc, c'est une catastrophe parce que évidemment que là, vous avez bien compris qu'on est dans les prémices d'un burn-out et ensuite, ben, le burn-out on peut pas faire marche arrière. Donc, une fois qu'on arrivera à cette situation-là, ce sera difficile à la personne de là, de recommencer à travailler. Elle est partie pour un long moment sans travailler. Et c'est pas ce qui est amusant, mais ce qu'on voit aussi, c'est que les médecins recommandent vraiment de s'arrêter lorsqu'on est malade et ils se rendent compte aussi que les personnes qui prennent un arrêt maladie parce qu'ils vont consulter parce qu'ils ne vont pas bien euh, ne sont pas, euh, ne sont pas pris. Et évidemment, les risques de rechute peuvent faire l'inverse de ce que la personne pense faire en n'allant pas travailler. Voilà pour ce constat. Donc, ces personnes qui sont attachées au perfectionnisme, à l'engagement plus envers l'entreprise, envers les collègues, envers le manager, représentent aujourd'hui un danger. Et aussi, même du côté familial, ces personnes, même si les maris, les enfants ou la femme se plaignent, il n'y a rien à faire. Le travail, l'investissement dans le travail compte énormément. Alors, il y a des causes qui sont relatives au travail, c'est-à-dire que pourquoi le présentéisme existe aujourd'hui, c'est qu'il y a donc une grande insatisfaction de la part du collaborateur vis-à-vis de sa qualité de vie, ses conditions de travail. Et du coup, bah, ça donne une organisation du travail qui va devenir pathogène, c'est-à-dire que ça va déclencher un risque de maladie ou, en tous les cas, entraîne des conséquences sur la santé mentale de la personne. Et puis aussi, il y a une grande fatigue qui est causée par la surcharge de travail qui est de manière récurrente. Et du coup, la personne court après le temps, sachant on lui donne de plus en plus de tâches à accomplir, dues à l'absentéisme de certains ou alors aux maintes et maintes transformations dans l'entreprise qui font que les collaborateurs, ont de plus en plus une surcharge de travail qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc, la chose aussi qu'on voit, c'est eh ben, le culte de la super performance qu'il peut y avoir dans certaines entreprises où là, un collaborateur est félicité parce que ben, il est hyper présent, hyper réactif, hyper productif. Et ce côté un peu Superman, vous vous rendez compte, il est venu même travailler, même s'il avait le Covid. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi cette cause-là qui j'espère est en train de disparaître parce que sinon, c'est pas, ça va pas être évident. Et puis, il y a des causes qui sont relatives à l'individu, c'est-à-dire que ben, la personne, voilà, c'est comme je vous disais, elle a un contrat psychologique avec, avec son employeur, où elle ne sait pas dire non, elle peut se surengager au travail pour fuir les problèmes d'un divorce, d'un adolescent qui va pas bien, donc elle se noie dans le travail parce que voilà, c'est un mécanisme de défense. Et puis, il peut y avoir aussi un épuisement émotionnel, comme je vous disais, un besoin de reconnaissance. Parfois, ça arrive plus de fois qu'on ne pense, où on peut être en prise de poste et puis ou alors en fin de carrière et on se dit, mince, je vais plus avoir la reconnaissance que j'avais avant. Il faut absolument que je fasse de nouveau mes preuves au travail auprès de mes collègues et auprès de mon manager. Donc, voilà, la personne se retrouve dans un étau entre la pression de l'entreprise, la pression qu'elle se met elle-même, hein, et la pression qu'elle a aussi dans sa vie privée. Donc, c'est vrai que là, on arrive à avoir des conséquences difficiles, que ce soit pour le salarié ou pour l'entreprise. Voilà, ici, donc pour le salarié, ben, évidemment,
il y a de la fatigue, il y a un mal-être, il y a une insatisfaction au travail, et puis il va y avoir de la démotivation, et là, il va y avoir une chute vers quelque chose de plus embêtant, à savoir carrément un arrêt de maladie ou une dépression, ou un burn-out, enfin bref, une incapacité à travailler. Et puis pour l'entreprise, ben, il va y avoir une perte de productivité des collaborateurs. Et puis du coup, ben, là aussi, il va y avoir un effet domino, donc des échéances non respectées, des clients pas mécontents, un travail de moins bonne qualité, et puis évidemment une dégradation du climat social à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est vrai que là, il va y avoir un moment donné où les syndicats, les dirigeants, les collaborateurs se sont posés des questions à savoir de quelle solution ils pourraient aujourd'hui se satisfaire. Donc, c'est vrai que la première chose contre laquelle il faut lutter, c'est la surcharge de travail. Et, euh, et, euh, et les entreprises se sont posées des questions sur les conditions de travail pour avoir une meilleure maîtrise du temps de travail des collaborateurs, et puis aussi de permettre aux collaborateurs d'avoir des mesures qui permettent aussi d'avoir une souplesse dans l'organisation de leur travail. Alors, on pourrait penser que le télétravail a apporté des choses positives là-dessus, puisque c'est vrai qu'une journée en télétravail, comme je le suis aujourd'hui, offre un confort qu'on n'a pas à l'intérieur de l'entreprise. Mais il y a, les journées de télétravail sont à double tranchant, c'est-à-dire que on est retranché chez nous, et je peux utiliser des jeux de mots, et en même temps, on est visible, c'est-à-dire que la journée de télétravail, parfois, c'est toute une journée en Teams ou en Zoom. Et du coup, ben, là, on est vraiment visible tout en étant absent. Donc, ça entraîne aussi chez de certaines personnes qui sont vraiment dans cette recherche du perfectionnisme et dans ce piège entre ben, la présence, l'absentéisme et puis la qualité du travail, de se dire, ben, en fait, je passe mes journées chez moi, mais je suis devant une caméra et je n'ai même pas pu avancer. Donc, le télétravail n'a pas été une ressource positive pour traiter le problème du présentéisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des solutions que les entreprises mettent au fur et à mesure en place, mais elles ne sont pas suffisantes. Alors, comme je dis, tout ça, c'est bien beau sur le papier, hein, de mettre des conditions de travail, de revoir un peu le rôle des managers, mais comment on va faire pour agir vite? Alors, moi, je distribue un outil de coaching en France et pour les pays francophones qui, justement, va venir traiter et va venir mesurer ben, les choses qui, aujourd'hui, par un coaching, ne le sont pas. À savoir, c'est vrai que les coachs travaillent beaucoup avec des outils de personnalité pour savoir ben voilà, comment je réagis, comment je me comporte, comment je communique avec les personnes avec qui je suis au travail, mais ne vient pas mesurer mon engagement dans ma vie professionnelle, les domaines dans lesquels j'ai du stress et sur lesquels je peux agir, et aussi sur la répartition de mes tâches au travail. Et lorsque alors oui, là, j'ai rencontré, voilà, cet outil s'appelle Work Energy Analysis pour plus d'énergie et de plaisir au travail. Quand j'ai rencontré Jacqueline, donc qui est Sherpenzeel, qui est la fondatrice de cet outil aux Pays-Bas. Donc aux Pays-Bas, c'est quelque chose qui est utilisé depuis 2013 et qui a été conçu en collaboration avec l'université d'Erasmus. Et ils ont été avant-gardistes en Hollande, à savoir de traiter les conditions de travail, le plaisir au travail avant la France. Et quand j'ai découvert cet outil, j'ai vraiment eu envie de l'importer et qu'on puisse, en tant que coach, l'utiliser et le faire vivre, le mettre au profit de l'entreprise pour régler ces problèmes, notamment bah, de présentéisme dont on parle aujourd'hui. Alors, la première chose qu'on va venir mesurer, alors donc c'est un questionnaire qui se fait en ligne, où il y a à peu près 30, 35 à 40 minutes pour pouvoir le remplir. Et la première chose que la personne va remplir, pour mesurer son niveau d'engagement au travail.
Et vous voyez ici que les 9 phrases qui sont là sont issues des travaux d'Arnold Baker, qui a conçu l'échelle de l'engagement et qui vient mesurer la relation que la personne entretient avec son travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour venir voir le niveau d'engagement que la personne a là dans son poste, mais de venir, elle va mesurer sa relation qu'elle a avec sa tâche, avec son travail. Alors, on voit ici, donc c'est une vraie personne, hein, donc mon travail m'inspire et les gens remplissent. Donc la valeur 4 dit souvent. Cette personne est régulièrement enthousiasmée par son travail, elle est fière de ce qu'elle fait, mais tiens, c'est bizarre, elle a du mal, hein, enfin, elle n'a pas envie d'aller travailler le matin, et puis au travail, elle déborde d'énergie, voilà, assez régulièrement, et on voit dans les 3 dernières phrases que cette personne est heureuse de manière générale au travail, elle vit une relation où elle est absorbée à son travail, c'est-à-dire elle travaille dans une bulle, mais en même temps, ce travail ne la fait pas vibrer. Donc, ici, le but, c'est une fois que la personne débrief avec le coach, une fois qu'elle a terminé le remplissage de ce profil, c'est de poser des questions, à savoir, ben, d'après vous, depuis quand êtes-vous à ce taux de résultat? Est-ce que c'est quelque chose vous saviez, enfin, vous aviez conscience que vous pouviez être à ce niveau d'engagement dans votre vie. Voilà. Et on va chercher à creuser et à voir le contexte dans lequel la personne travaille et dans quel état elle travaille. Donc, vous voyez que c'est les 9 phrases, on mesure la valeur du dévouement. Donc, de la phrase 1 à 3, ensuite de la phrase 4 à 6, la vitalité. Et ensuite, on mesure le flow, c'est-à-dire le, l'envie, le plaisir au travail. Une fois qu'on a vu, qu'on a débriefé ça avec la personne, on va aller voir la deuxième chose, c'est-à-dire qu'on va aller faire un tour sur son écosystème au travail. C'est-à-dire que l'écosystème aujourd'hui, il est fait de 7 domaines. Donc, il y a le premier domaine qui est la relation avec ses collaborateurs ou ses collègues, suivant qu'on est manager ou collaborateur. Il y a sa relation avec la hiérarchie, avec son manager, les opportunités de développement, son degré d'autonomie, la charge de travail, la balance vie privée, vie pro et comment je me situe au niveau de l'entreprise. Ici, le but de ce tableau, de ce questionnaire, c'est de venir interroger ces 7 domaines et de voir, par exemple, si on prend la question 3.1, tiens, dans mon travail, j'ai l'opportunité de développer mes forces et mes qualités. Alors, ça m'arrive souvent. Cette question génère un stress à 8 chez moi. En revanche, j'ai un degré d'influence, j'ai un pouvoir d'agir sur cette question de 6. Ici, on est en train de remettre, si vous voulez, la personne dans une action. C'est-à-dire qu'on lui dit, bah, tiens, c'est vrai que souvent, on entend dire, oui, vous vous rendez compte, l'entreprise, elle fait ci, elle fait ça, moi, ça me met dans des conditions pas possibles. Et donc, la personne subit son écosystème et semble ne plus avoir le pouvoir d'agir. Donc là, on vient remettre en mode action, acteur, actrice, les personnes qui travaillent pour leur dire, mais tu as un pouvoir d'agir, comment tu peux l'utiliser pour baisser ton taux de stress? Donc, si j'avais la personne en face de moi, je lui dirais, bon, bah, écoute très bien, donc, tu me dis que ça te génère un stress à 8. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce 8? Est-ce que tu peux me l'expliquer? Qu'est-ce qu'on voit de toi lorsque dans ton travail, tu ne peux pas développer tes forces et tes qualités? Est-ce que on ne les voit pas? Ou alors quand tu les développes, qu'est-ce qui te génère du stress à ce niveau-là? Et pareil, raconte-moi ce degré d'influence que tu penses avoir sur cette question-là, les 2-6. Comment tu mesures ça? Quelles sont, pourquoi tu as mis 6? On va venir ici demander à la personne quel domaine elle a envie d'exploiter plus en profondeur. Ce n'est pas le coach qui décide, tiens, bah, on va aller voir les chiffres que tu as mis sur la balance vie privée, vie pro. On demande à la personne quel domaine avez-vous envie d'approfondir aujourd'hui? Quel est le domaine qui vous pose problème aujourd'hui?
Voilà. Donc, on va creuser pour avoir un diagnostic et une analyse de ce qui se passe vraiment pour la personne dans son environnement au travail. Une fois qu'on aura donc discuté du niveau d'engagement et du stress représenté dans l'un des domaines de l'écosystème de la personne, on va lui demander de venir ici écrire ce qu'elle a retenu, voilà, qu'est-ce qu'elle peut noter de la discussion qui a été faite avec le coach au niveau de ces deux sujets. Donc là, c'est un moment qui permet au coach et même aux collaborateurs de synthétiser et de vraiment noter ce qu'il a envie de retenir. Donc c'est important aussi pour la suite, puisque c'est à partir de là qu'on va voir son engagement à établir un plan d'action pour sortir de cette situation-là dans laquelle il est. Ensuite, on va venir voir quelles sont la répartition de ces tâches au niveau quotidien, c'est-à-dire sur une semaine. Voilà, quelles sont les tâches que tu fais dans ton travail, quelles sont tes tâches quotidiennes. Ce n'est pas la fiche de poste, hein, c'est vraiment les tâches de la personne et on va lui demander de catégoriser ces tâches en deux catégories. Donc, les tâches qui me fournissent de l'énergie et les tâches qui me consomment de l'énergie. Pourquoi on va lui demander ça? C'est parce que le but dans une journée de travail, c'est d'être en équilibre entre ces deux catégories de tâches pour pouvoir garder, si vous voulez, un taux d'énergie assez bon et pas impacté par une baisse d'énergie ou avoir trop d'énergie. Ici, vous voyez que la personne donc écrit, voilà, dans l'animation de la vie d'équipe, ça me génère une quantité d'énergie à 7. Je passe 3 heures à faire ça par semaine. Oui, c'est un challenge positif pour moi de niveau 3 et j'estime voilà, que mon niveau de compétence sur l'animation de vie d'équipe est de 7. On va aller voir ici, maintenant qu'on a ce tableau, on va aller voir en fait dans quel état les tâches sont effectuées. Et on va venir, ça va donner un effet miroir à la personne de se dire, bah tiens, c'est fou, parce que tu vois, la tâche numéro 2 par rapport à la tâche numéro 9, voilà, c'est les numéros qui sont ici, vous voyez. Donc la tâche numéro 2 et la tâche numéro 9. Pourquoi elles sont situées ici dans cette matrice? Oui, le psychologue américain, donc Mihaly, je ne prononcerai pas le nom, euh, dit que l'état de flow, il est atteint si le défi à relever est à la hauteur des compétences de la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est fait dans le flow, c'est l'état de plaisir au travail. Vous voyez que l'état de flow est souvent en corrélation entre le niveau de challenge et la compétence de la personne. Et tout ce qui n'est pas, c'est-à-dire quand la compétence est plus haute et meilleure que le challenge que cette tâche représente, on va se retrouver dans un état d'ennui ou de routine, donc dans du bore-out. Et inversement, si le challenge est beaucoup plus haut que la compétence qu'on a, par exemple dans les prises de poste, souvent on a des tâches des collaborateurs qui sont ici parce qu'il y a de la compétence à acquérir. Donc, vous voyez qu'ici, on a une très belle photo de l'état dans lequel chaque tâche est effectuée. D'avoir cette photo va permettre à la personne de se dire et de revoir l'organisation ou la priorité ou la gestion de son temps de travail sur chaque tâche bien définie. Par exemple, ici, c'était un manager que j'avais, voilà, la tâche 8 lui représentait un ennui mortel, on va dire. Et quand il est allé voir la tâche 8, il s'est dit comité de direction. Ah bah oui, je vois que donc bon, il passait qu'une heure à faire cette tâche-là, mais n'empêche que cette heure-là et cette quantité d'énergie, euh, ce côté d'ennui et de routine l'impactait énormément, même si c'était 1 heure par jour. Et en fait, il a revu ça, les comités de direction, il s'est autorisé, il en a parlé avec son manager, à dire, bah, tiens, est-ce qu'il y a des réunions où je suis obligé, où je ne peux ne pas venir? Oui, non, voilà. Et donc, il a choisi d'aller voir ce qui se passait pour se libérer du temps et pouvoir en donner suffisamment, encore plus, à son équipe.
Et c'est lui qui a dispatché son temps en disant, bah tiens, voilà, là, j'ai du temps, je vais le mettre sur plutôt sur une tâche que je ne peux pas ne pas faire, mais en revanche, je vais compenser mon organisation comme ça avec une tâche qui me donne de l'énergie. Par exemple, le lundi, ben, il a arrêté de mettre toujours toutes les réunions et il a mis des tâches qui lui permettaient de reprendre de l'énergie et du coup d'avoir des journées équilibrées entre la consommation et l'énergie que les tâches pouvaient lui fournir. Et ça, c'est un but. Voilà, en travaillant de manière si chirurgicale, on va arriver à ce que la personne puisse, eh ben, en fin de compte, analyser la situation actuelle dans laquelle elle vit en disant, bah, tiens, j'ai remarqué que les activités, les tâches qui me causaient du stress ou de la tension, de l'ennui, de la routine, quelles en sont les causes et quelle action je veux mettre en place pour changer ça. Donc voilà, la situation ensuite, après avoir analysé ce qui se passe avec le coach, que le coach ait questionné la personne, elle va l'aider ensuite à mettre ce plan de priorité en place pour pouvoir y voir plus clair et mieux réorganiser les choses. Alors maintenant que tu as fait cette répartition-là, qu'est-ce que tu vas changer dans ton travail pour perdre moins d'énergie? Qu'est-ce que tu vas moins faire et comment tu vas faire ça? Et qu'est-ce que tu vas faire mieux ou plus pour gagner en énergie et comment tu vas faire? Donc, on va élaborer un plan d'action pour que la personne retrouve un équilibre au travail et surtout puisse vraiment savoir on parlait de présentéisme la dernière, tout à l'heure, et sur quel domaine est-ce que, en fait, je me donne cette mission du perfectionnisme et du coup de déborder sur mes activités personnelles parce que mon manager me met une certaine pression ou parce que en fait c'est moi, hein, la principale cause de la pression que je me mets moi-même. Mais pourquoi j'ai ça? Voilà. Et donc on va voir avec ce diagnostic d'où viennent vraiment les symptômes parce que une DRH ben, elle ce qu'elle voit c'est ben, tiens monsieur Durand est absent ou monsieur Durand ben, en fait est de plus en plus fatigué les gens de son équipe se plaignent mais en fait qu'est-ce qui se passe? Quelles en sont les vraies raisons? Et vous voyez l'absentéisme ou le présentéisme c'est un symptôme mais la vraie cause on ne l'a pas. Et donc, WEA, donc Work Energy Analysis, permet de révéler les causes des symptômes. Voilà, j'espère que vous me suivez. Sinon, Marius se fera un plaisir de vous répondre. Donc, une fois que la personne a fait ce plan d'action avec le coach, va dire, bon, bah, alors, quelles questions veux-tu aborder avec ton responsable? Voilà. Et les questions qui vont être abordées vont être issues d'une analyse, d'une réflexion. Donc, il y a de fortes chances que le responsable soit à l'écoute. Et si vous voulez, l'avantage aussi de faire passer un diagnostic comme ça dans une entreprise, c'est que les DRH, les managers, euh, se portent aussi garants des résultats de cette analyse. C'est-à-dire que voilà, si on décide de faire passer ce diagnostic à des collaborateurs dans l'entreprise, bah, il faut bien qu'on soit aussi partie prenante dans l'amélioration de leurs conditions et dans le travail qu'ils vont faire. On va leur donner les moyens, on leur donne les moyens, mais il faut aussi bah, être là aussi pour réaliser ce dont ils ont besoin. Donc, s'il y a quelque chose à faire sur la qualité de vie au travail, avec les questions à aborder avec mon responsable, normalement, ça, c'est quelque chose, c'est une discussion qui se fait. Ensuite, ben, tiens, quelles sont les questions que tu veux aborder avec moi pendant la période de coaching? Sur quoi tu voudrais que je t'aide? Bah, écoute, Hélène, oui, c'est vrai que cette question de savoir dire non, ou de savoir plus souvent dire non, j'aimerais vraiment la voir, que ça soit plus un effort pour moi. Et aussi, j'aimerais que tu m'apprennes à vraiment bien gérer mes priorités pour ne plus déborder sur mon temps familial. Donc, vous voyez que à la fin donc, de ce débriefing avec le coach, ça dure à peu près 1 heure et demie, ce débriefing. Donc, tout ce que je viens de vous dire, ça dure 1 heure et demie. Et ensuite, le coach et le collaborateur vont prendre des rendez-vous pour ben, commencer le coaching
et pour mettre en place évidemment ce plan d'action qui aura été analysé grâce à Work Energy Analysis. Donc, vous voyez que donc, le questionnaire, il y en a deux. La première, c'est ce qu'on appelle la mesure du début. Donc, voilà, le questionnaire à T0, où il y a déjà là une répartition au niveau des tâches, au niveau du temps, l'énergie de travail. Ensuite, la personne est coachée. Et à la fin du coaching, donc ça, c'est à voir entre le coach et la personne, de dire, bon, bah, si ça dure 2 mois, 3 mois, mais l'avantage, c'est que, enfin, ce qui serait bien, c'est que ça dure pas trop longtemps pour que la personne puisse mettre en place rapidement une nouvelle façon de fonctionner dans son travail et de gagner en sérénité il aura remis en route son pouvoir d'agir. Et vous voyez que donc sur la mesure finale, la personne repasse le questionnaire avec à un endroit ou deux des questions différentes pour qu'on puisse, le coach, le collaborateur et la DRH puissent mesurer le chemin parcouru par la personne entre le moment où elle a commencé le coaching et le moment où elle a terminé. Ah, donc c'est vrai que ça aussi, c'est un outil qui permet d'avoir ces deux mesures et je trouvais ça très intéressant et les DRH trouvent ça très intéressant puisque ben, sur les KPI ou les ROI, on a souvent besoin d'éléments de mesure. Voilà, donc ici, ça génère aussi un rapport de résultat en disant, bah voilà, Monsieur Dupont, au début, il avait du mal hein, dans son écosystème. La charge de travail représentait un stress important, mais aussi sa balance vie privée, enfin, toutes ces thématiques-là. Et on voit qu'après le coaching, vous voyez, bon, alors la charge de travail, elle reste là, mais n'empêche que tout le reste est descendu vers du vert. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va s'équilibrer. Et on voit donc qu'avant, ben, il en était là dans sa répartition d'énergie et qu'aujourd'hui, il a gagné en confort avec des tâches qui lui fournissent de l'énergie. Parce qu'évidemment, être à 50-50, c'est déjà pas mal. Mais si on peut être en plus de 70% dans des tâches qui fournissent de l'énergie par rapport à celles qui en consomment, eh ben, c'est vrai qu'on sera très, très heureux au travail et on se sentira moins on fera tellement son travail avec plaisir qu'on aura envie vraiment de se lever le matin. Et puis voilà, ça nous est tous arrivé de travailler en ayant du plaisir au travail et de retrouver cet état-là quand on pensait qu'on l'avait perdu. Mais je peux vous dire que voilà, c'est très très apprécié de la part des collaborateurs et les DRH sont très contentes aussi qu'on ait remis les personnes sur pied. Voilà, alors moi je dis mission réussie parce que ben on arrivera en 1 heure et demie de débriefing et puis avec un coaching qui peut durer que 4 séances puisqu'on aura déjà fait un très très beau travail de recherche et d'ajustement. On peut remettre quelqu'un sur pied en 2 mois grâce à cet outil parce qu'il va vraiment sur la partie opérationnelle du quotidien au travail. Voilà. Donc, bah, les bénéfices pour le collaborateur ou la collaboratrice, bah, c'est de retrouver de l'engagement dans son travail, mais ça, limite, il en avait trop, donc il est engagé dans son travail, mais de manière beaucoup plus sainement et de manière à avoir une répartition de son engagement. Voilà, hein, il va plus être focalisé sur oui, oui, il faut tout que soit parfait. Il va pouvoir s'ouvrir aussi aux autres. Et puis, bah, du coup, il va pouvoir agir sur ses sources de stress de manière autonome grâce à son influence. Il va pouvoir adapter ses rythmes, enfin, ses tâches de travail en fonction de son rythme. Et puis, il va pouvoir aussi se dire, ben tiens, là, j'ai du stress qui monte. C'est vrai que je me souviens dans le tableau, c'est parce que voilà, je n'avais pas la main sur la charge de travail et j'avais dit, tiens, ben si en fait j'ai la main, il faut que j'aille voir ma collaboratrice pour voir avec elle. Voilà, c'est-à-dire que la personne, elle va savoir aussi utiliser ses ressources qu'elle aura révélées grâce au questionnaire sur quand on abordera la question du pouvoir d'influence. Et puis voilà, donc eh ben, la personne va gérer sa qualité de vie au travail et puis elle va remettre de l'enthousiasme et de l'énergie dans ce qu'elle fait. Donc ça, c'est gagnant parce que c'est vrai que c'est très important de retrouver du sens, de retrouver de la volonté, de retrouver de la motivation.
sans être impacté par l'ambiance ou par ce qui se passe dans l'entreprise. C'est d'arriver à créer cette relation de proximité avec mon travail, ma fonction, sans me laisser submerger par ce qui se passe dans l'entreprise de manière générale. Et puis voilà, donc les bénéfices pour l'entreprise, ben, c'est l'entreprise va retrouver donc des collaborateurs ben, motivés, engagés, du coup va retrouver une production normale. Il ne va pas y avoir de dépenses supplémentaires pour pallier ben, à l'absentéisme, par exemple, ou les gens qui sont en arrêt de travail en embauchant des CDD. Il va y avoir des équipes motivées, il va y avoir pas de surcharge de travail, puisqu'il y aura un travail vraiment minutieux sur la gestion des priorités et du temps. Et puis, ben, des clients satisfaits, il y aura plus de retard de commande ou de service. Et puis, une entreprise où il fera bon vivre d'aller y travailler et qui sera en capacité de garder ben, ses talents à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que je ne suis pas allée trop vite, que c'était assez clair pour vous. En tous les cas, bah, je vous remercie pour votre attention et je me tiens. Alors, j'allais trop vite. Donc, excusez-moi, il existe deux questionnaires. Donc, il existe un questionnaire spécifique pour un dirigeant et pour un manager et un autre pour les collaborateurs. Et ça existe en français et en anglais. Et il peut y avoir des profils d'équipe faits sur demande. Voilà. Donc, merci. Alors, cette fois-ci, ça, c'est le bon moment. Donc, merci vraiment pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à revenir vers Marius ou vers moi. Voilà, vous avez vos coordonnées. Donc, si vous venez de la part de Marius, eh ben, écoutez, j'aurai le plaisir de vous offrir un profil. Voilà, pour la personne de votre choix dans l'entreprise avec qui vous avez envie voilà, de faire un diagnostic pour voir ce qui se passe et améliorer sa vie au travail. Voilà, donc si vous me dites que vous venez de la part de Marius, je vous offrirai avec plaisir un profil. Et puis Marius se chargera de faire la suite au niveau du débriefing et du coaching. Merci beaucoup, merci à tous et puis au plaisir. Merci, au revoir.